Mesdames et messieurs, bonsoir. 15h au Caire, l'heure de notre journal en langue française sur la télévision égyptienne. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi souligne la priorité de l'État au développement du système éducatif, en particulier des ressources humaines. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman affirme son soutien à une solution globale et équitable pour la cause palestinienne lors du sommet Golfe-États-Unis à Riyad. Près de 30 Palestiniens tués dans des frappes dans la bande de Gaza, dévastée et assiégée, où Israël a annoncé une intensification de son offensive. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la priorité de l'État au développement du système éducatif, en particulier des ressources humaines, à travers des processus de sélection et de qualification qui garantissent les plus hauts niveaux d'objectivité et d'efficacité, ce qui aura un impact positif sur la qualité de l'éducation. Lors de sa réunion avec le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Mohamed Abdel Latif, et le directeur de l'Académie militaire égyptienne, le lieutenant-général Ashraf Salem Zahir, le chef de l'État a souligné l'importance de donner la priorité aux enseignants, car ils sont la pierre angulaire du processus éducatif. Passons à Riyad, où le prince héritier saoudien, l'émir Mohammed bin Salman bin Abdelaziz, a déclaré qu'il essayait de travailler avec les États-Unis pour apaiser les tensions au Moyen-Orient. Il a ajouté lors du sommet Golfe-États-Unis que l'Arabie saoudite affirme son soutien à une solution globale et équitable pour la cause palestinienne afin de mettre fin aux crises dans la région par des solutions pacifiques. Le prince héritier saoudien a souligné que le sommet reflète la profondeur des relations entre les pays du Conseil de coopération du Golfe, le CCG, et les États-Unis qui se sont développés à travers les années. Ben Salman a ajouté que les relations bilatérales sont basées sur le respect mutuel et la coopération conjointe. Le prince héritier saoudien a affirmé que les États-Unis est un partenaire commercial stratégique pour les pays du Conseil de coopération du Golfe. Il a souligné lors du sommet que le taux d'échanges commerciaux entre les États-Unis et les pays du Golfe a atteint 120 milliards de dollars en 2024. De son côté, le président américain Donald Trump a affirmé que les pays du Golfe sont désormais parmi les pays les plus stables et plus prospères du Moyen-Orient et connaissent des progrès significatifs. Dans son discours à l'ouverture du sommet Golfe-États-Unis, Donald Trump a déclaré qu'il existait des opportunités pour mettre fin au chaos et parvenir à la stabilité dans la région. Il a noté que l'administration Biden a créé le chaos en raison de son incompétence et de l'autonomisation ou de l'Iran de ses mandataires. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères irakien, Fouad Hussein, a affirmé que la cause palestinienne figurait parmi les priorités du 34e sommet arabe prévu à Bagdad samedi prochain, en précisant que le sommet soutiendra les décisions issues du sommet arabe extraordinaire tenu en mars dernier au Caire. Les délégués de la Ligue arabe se sont réunis aujourd'hui à Bagdad pour préparer la réunion des ministres des Affaires étrangères en vue de l'élaboration du projet d'ordre du jour du sommet, lequel comporte 8 points principaux couvrant divers dossiers du travail arabe commun. La défense civile palestinienne a fait état aujourd'hui de près de 30 Palestiniens tués dans des frappes dans la bande de Gaza dévastée et assiégée où Israël continue son agression. Le porte-parole de la défense civile à Gaza, Mahmoud Wassal, a déclaré qu'au bout d'une trêve de 2 mois, l'armée d'occupation israélienne a repris son offensive à Gaza, où elle s'est emparée de vastes régions. Les forces israéliennes bloquent aussi depuis le 2 mars toute entrée de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien, où elle a siégé depuis octobre 2023 quelques 2 400 000 habitants confrontés à une situation humanitaire catastrophique. L'armée israélienne a appelé aujourd'hui à évacuer 3 ports contrôlés par les Houthis au Yémen après 2 tirs de missiles en moins de 24 heures vers le territoire israélien depuis ce pays où les Houthis disent agir en soutien aux Palestiniens.
L'armée israélienne indiquait ce matin avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen qui avait déclenché des alertes de défense antiaérienne dans plusieurs zones d'Israël. C'est la troisième fois en moins de 24 heures que la défense antiaérienne israélienne intercepte, selon l'armée, un tir de missile en provenance du Yémen. Le 4 mai, un missile Houthi avait touché le périmètre de l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv, du jamais vu. L'Égypte a annoncé qu'elle suivait avec une profonde inquiétude les développements en cours dans l'État frère de Libye, ainsi que les affrontements militaires en cours dans la capitale Tripoli, ce qu'il pourrait entraîner comme escalade incontrôlable, menaçant les ressources et les vies du peuple libyen frère. Le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration a appelé tous les citoyens égyptiens présents en Libye à faire preuve de la plus grande prudence, à rester chez eux jusqu'à ce que la situation se clarifie et que le calme et la stabilité reviennent. Il les a également invités à contacter l'ambassade d'Égypte à Tripoli en cas d'incident concernant les ressortissants égyptiens. L'Égypte a appelé les parties libyennes à faire prévaloir l'intérêt national, à mettre fin à l'escalade actuelle et à faire appel à la raison pour préserver les ressources de l'État libyen. De violents affrontements ont de nouveau opposé des groupes armés rivaux à Tripoli dans la nuit et se poursuivaient dans plusieurs secteurs densément habités après des combats ces derniers jours et ont fait au moins 6 morts selon des sources sécuritaires. Les affrontements ont repris dans Tripoli à grande échelle cette fois, s'étendant à plusieurs secteurs entre la force Rada et la brigade 444, selon un responsable du ministère de l'Intérieur, évoquant des combats à l'arme lourde. La force Rada n'est pas sous l'autorité du Premier ministre du gouvernement de Tripoli, Abdelhamid Dbaïba, tandis que la brigade 444 est rattachée au ministère de la Défense le soutient. Aucun bilan n'a été donné sur des victimes ou des blessés lors des nouveaux affrontements. De fortes déflagrations ont été entendues dans toute la ville, surtout dans l'ouest et le sud de Tripoli, où des groupes partisans de la force Rada sont venus en renfort face aux brigades 444. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré aujourd'hui qu'une nouvelle session de pourparlers sur le nucléaire avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni se tiendrait probablement vendredi à Istanbul, en Turquie. Une réunion entre l'Iran et les 3 pays européens devait se tenir le 2 mai, mais a été reportée. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que la Chine et la Russie, sont parties prenantes de l'accord conclu en 2015 avec l'Iran, prévoyant un encadrement des activités nucléaires iraniennes en échange d'une levée de sanctions internationales. Le texte est devenu de facto caduc à la suite de la décision unilatérale des États-Unis de s'en retirer 3 ans plus tard, sous la première présidence de Donald Trump. L'administration Trump a annoncé hier une nouvelle série de sanctions visant l'exportation de pétrole iranien vers la Chine, alors que Washington et Téhéran mènent des pourparlers autour du dossier nucléaire. Le Trésor américain a sanctionné un réseau international qui facilite l'expédition de millions de barils de pétrole brut iranien d'une valeur de plusieurs milliards de dollars vers la Chine pour le compte de l'état-major des forces armées iraniennes et de sa société Erkan. Selon le communiqué du Trésor, les revenus tirés de la vente de pétrole permettent de financer le développement de missiles balistiques et de drones, la prolifération nucléaire et les activités terroristes de l'Iran. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté hier son homologue américain Donald Trump à se rendre demain en Turquie pour convaincre Vladimir Poutine, toujours silencieux sur la proposition du président ukrainien d'une rencontre de venir et négocier en face à face à l'issue de la guerre. Des détails. Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé le président russe Vladimir Poutine de ne pas vouloir la fin de la guerre, tout en assurant vouloir tout faire pour garantir la tenue de cette rencontre, encore très hypothétique. Lundi, Donald Trump a exhorté M. Zelensky et Poutine à participer aux négociations ensemble, ajoutant qu'il a envisagé de se rendre aussi en Turquie pour ces discussions. Chose sûre, à ce stade, le secrétaire d'État américain Marco Rubio y sera, a dit mardi le locataire de la Maison-Blanche. Depuis 2 jours, le Kremlin refuse de son côté de révéler la composition de la délégation russe et une éventuelle présence de Vladimir Poutine lors de ses pourparlers directs annoncés ce week-end par le président russe et qui constituerait une première entre Kiev et Moscou depuis le printemps 2022.
En attendant la réponse du Kremlin, le chef de l'État ukrainien a précisé qu'il allait se rendre en Turquie, quoi qu'il arrive, pour rencontrer à Ankara le président turc Recep Tayyip Erdogan. En attendant la réponse du Kremlin, le chef de l'État ukrainien a précisé qu'il allait se rendre en Turquie, quoi qu'il arrive, pour rencontrer à Ankara le président turc Recep Tayyip Erdogan. La Turquie a accueilli des discussions de paix entre Russes et Ukrainiens en mars 2022, sans qu'elles n'aboutissent toutefois à un accord. Les discussions bilatérales sont depuis plus de 3 ans au point mort, mais Donald Trump cherche depuis mi-février à les relancer. Dans un premier temps, Kiev et ses alliés européens ont appelé. Vladimir Poutine a accepté un cessez-le-feu de 30 jours à partir de lundi, faute de quoi des sanctions massives seraient adoptées. Et en Grèce, un fort séisme de magnitude 6,1 a frappé le pays tôt ce matin en mer Égée méridionale et a été ressenti jusqu'au Caire. Selon l'Institut américain de géophysique, l'USGS, l'épicentre de ce tremblement de terre est situé en mer à 15 km de l'île grecque de Kassos, ainsi qu'en Crète. Il n'a toutefois provoqué aucune victime ni dégâts, mais ce message d'alerte au risque de tsunami a été envoyé sur les téléphones portables des habitants. La secousse tellurique a été ressentie jusqu'au Caire, mais les autorités égyptiennes n'ont fait état d'aucune victime. La Chine et les États-Unis ont levé aujourd'hui pour 90 jours l'essentiel des lourdes surtaxes douanières qu'ils s'imposent, une trêve dans leur éprouvante guerre commerciale qui a bouleversé les chaînes d'approvisionnement et les marchés mondiaux. Quelques heures avant la levée partielle des droits de douane, le président américain Donald Trump a déclaré à la presse entrevoir un accord très solide avec le géant asiatique. Cette baisse des surtaxes entre les États-Unis et la Chine devait théoriquement être mise en œuvre aujourd'hui. Lundi, après des négociations durant le week-end à Genève en Suisse, Chinois et Américains avaient annoncé une suspension de l'essentiel de leurs droits de douane punitifs. Dans le cadre de cet accord, les États-Unis ont accepté d'abaisser leurs surtaxes douanières sur les produits chinois à 30%, tandis que la Chine réduira les siennes à 10% sur les biens américains. Après l'accord de lundi, la Chine a levé l'interdiction qu'elle avait faite à ses compagnies aériennes d'accepter les avions du constructeur américain Boeing. De son côté, l'administration américaine a annulé hier de nouvelles restrictions à l'exportation de semi-conducteurs utilisés pour le développement de l'intelligence artificielle qui auraient particulièrement pénalisé la Chine. Devant un parterre de dirigeants et ministres des Affaires étrangères de pays latino-américains réunis mardi pour un grand rendez-vous diplomatique, le président chinois Xi Jinping a aussi de nouveau dénoncé les pratiques des États-Unis sans les nommer. Le ministère chinois des Affaires étrangères a encore exhorté mardi Washington à cesser de rejeter la faute sur Pékin et fustige des surtaxes douanières déraisonnables au égard de la bonne volonté chinoise en matière de coopération sur la lutte contre les stupéfiants. Mesdames et messieurs, fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.